Où joue le message, tu peux y aller. Parfait. Bonsoir à tous. Merci en tout cas pour l'accueil. Merci Patrick. Donc, je vais ce soir vous présenter une session consacrée à Microsoft Teams et Graph API. Donc, c'est un tour d'horizon. Ça ne va pas vraiment aller très, très deep dive. C'est vraiment un tour d'horizon, mais il y aura quand même de jolis exemples techniques, sachant que c'est que des cas concrets. C'est-à-dire que je ne viens jamais avec des éléments qui sont inventés pour des démos. C'est vraiment des cas sur lesquels j'ai travaillé, qui m'ont été demandés, où on m'a challengé pour essayer de voir quelles étaient les solutions possibles. Donc, c'est vraiment des cas sur lesquels j'ai de l'expérience et je peux aisément en parler. Cette session, c'est vraiment, c'est vraiment bien parce que justement, j'étais au Virtual Marathon là, cette semaine. Et puis, Patrick a fait une bonne session sur la gouvernance et je crois qu'elle vient un petit peu en complément justement à cette session. On parlait justement de gouvernance, d'équipe, comment les créer, comment justement assurer le cycle de vie, etc. Donc, ça va être vraiment assez complémentaire. Et je pense qu'il y aura vraiment de bonnes choses à présenter là-dessus en continuité. Voilà, donc je vais me présenter. Je m'appelle Yves Abersat, je suis consultant business application chez Sword Group. Donc, je suis basé à Nyon en Suisse. Mes domaines d'activité, donc c'est essentiellement Microsoft 365, Azure, Dynamics 365, Power Platform et ServiceNow. Ça fait un scope assez large. Et puis, j'ai un background de développeur à la base, donc je fais énormément tout ce qui est SharePoint Framework, Teams SDK, TypeScript, React, .NET. Les trois petits points, ça veut dire, en gros, je fais aussi des langages un petit peu moins courants comme du X++ pour la partie finance et opération de Dynamics 365 ou des langages un petit peu plus, J2E, donc Java, C++, PHP à l'époque, etc. Alors Yves, je m'excuse de t'interrompre. Je pense qu'on ne voit pas bien tes slides, donc je ne sais pas, essaye de Ah, repartager. pardon. Certains les voient, moi je les vois sur Oula, un. Je suis connecté sur deux sessions. Il y en a une où je les vois et l'autre je les vois pas. Donc. d'accord, pardon. Je suis en guest. Là, Là, c'est je les bon. vois maintenant. Ouais. D'accord, ok. C'est bon pour tout le monde là? Vous voyez quelque chose maintenant? C'est bon, là ça a bougé. C'est bon? Je pense que c'est bon. Merci. C'est tout bon là? Parfait. Désolé, Non, pas de souci. Petit problème. Donc voilà, donc effectivement, comme je disais, j'ai un background développeur parce que j'ai commencé vraiment à développer mes premières applications, c'était sous macOS X à l'époque. Et puis j'ai un peu switché sur le développement iOS en 2008. Puis après, j'ai fait du cloud depuis à peu près 5 ans. Mais j'ai vraiment un background assez large de Java, C++, etc. Donc voilà. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et mon site. Je réponds si vous avez des questions après la session ou même sur d'autres sujets, j'y réponds volontiers, surtout sur les sessions, si vous avez des questions pour approfondir un petit peu les sujets dont j'aurais traité ou même aller sur des cas d'usage où j'aurais peut-être pas été assez loin pour que vous puissiez peut-être débloquer ça chez vous si vous avez les mêmes problèmes ou les mêmes problématiques. Voilà, donc les objectifs pour aujourd'hui, pour ce soir, donc il y en a deux. Donc ça va être de connaître un peu les possibilités de Microsoft Graph pour la partie Teams, et puis aussi, bien sûr, connaître les intégrations possibles avec différents outils, que ce soit des outils Microsoft ou bien des outils du marché tiers. Voilà. Je ne couvrirai pas ce soir, c'est important, comme ça au moins tout le monde comprend de quoi je ne vais pas parler ce soir. Donc la partie Shift, je ne vais pas la couvrir. Pardon, Tout ce qui est Hello, on a désolé. toujours un problème de slide, je crois. toujours un problème de slide. Ouais. En fait, je pense que c'est le mode présenteur qui marche pas parce que dès que ça passe en mode présenteur, ça reste figé sur le premier slide. D'accord, ok, Oui. ça c'est embêtant, ça pourtant. Ça c'est embêtant. Je sais pas trop quoi vous dire. Là, ça a l'air d'être bon. Ça va mieux? Bah ouais. C'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. D'accord, ok, nickel. parfait. Non, alors je vais rester comme ça il n'y a plus de Mm. souci. Désolé, encore désolé deux fois. Donc, je ne couvrirai pas donc, tout ce qui est Shift, donc tout ce qui est présence de l'API de présence, etc., les calendriers, les contacts et puis toutes les API bêta. Pourquoi? Parce que effectivement, même si on pose beaucoup la question, tout ce qui est calendrier, contact, c'est assez lié,
mais on pourrait en faire toute une soirée, voire même des jours entiers si on devait vraiment couvrir tout ça. Donc, je me suis vraiment focus sur, moi, en tout cas, ce que j'ai utilisé dans la partie Teams, vraiment de ce que j'ai comme expérience. Donc, je n'ai pas vraiment utilisé, oui, je les ai utilisés, mais pas vraiment dans le cadre de Teams, quoi, dans d'autres cas. Donc, je ne vais pas trop utiliser ça ce soir. Voilà, donc l'agenda, je vais quand même faire un petit recap sur Graph. Comme ça, on aura un petit refresh technique, quelques rappels, quelques outils qu'on utilise un petit peu pour attaquer Graph. Comme ça donne juste un petit up-to-date. Et puis après, je parcourrai effectivement tout ce qu'on appelle les types de ressources, donc ce qu'on peut utiliser dans Graph. Ça ira du endpoint team au channel, au tab, aux applications, au chat, au call, et puis bien sûr au groupe Microsoft 365. On parlera un peu des abonnements. Je vous donnerai 2-3 ressources et puis on finira par conclusion des questions-réponses. Voilà, comme ça, on peut démarrer. On va démarrer. Donc, Graph, moi, j'aime bien ce schéma parce que ce schéma, je crois qu'il résume un petit peu le contexte de Graph. Pour moi, Graph, c'est un des services cœur de Microsoft 365. C'est un core service pour moi. C'est qu'il est vraiment là au mieux de tout et il permet de faire énormément de choses, accéder aux données, faire des interactions, des intégrations. Et pour moi, vraiment, c'est au cœur de l'écosystème Microsoft 365. Donc, il est là au mieux, on le voit. Hein. Il a vraiment une place, à mon avis, qui est importante dans cet écosystème et il est très puissant. Voilà, ça, si je devais résumer Graph, pour moi, et le contexte, c'est vraiment ça. Donc, je vais passer au rappel. Comme ça, on fait juste un petit rappel. Donc, Graph, évidemment, c'est une passerelle d'accès aux données dans Microsoft 365, mais pas seulement, parce qu'on a aussi l'aspect, tout ce qui est ATA, ATP, donc Anti-Thread Analytics, Anti-Thread Protection, Azure AD, Intune, Windows 10, etc. Donc, on a quand même un scope qui est très large pour intégrer différents outils ou utiliser ce genre d'API. Donc, c'est une API REST. L'authentification, alors ça, c'est toujours un sujet clé hein, qui est vraiment peut-être pas maîtrisé par tous parce que quand je vois des fois dans des sessions de formation, hein, ça pose quand même pas mal de problèmes. Des fois, quand je fais des sessions de développeurs, hein, où j'apprends un petit peu à manipuler Graph justement dans des applications web, etc., c'est quand même un sujet qui bloque. Hein. Les gens, ils sont bloqués. Mais si je dois résumer en trois points, on a toujours un endpoint d'autorisation, c'est-à-dire où on va récupérer un code d'autorisation qu'on va utiliser ensuite pour justement acquérir un jeton d'accès, donc un token. Ces tokens, ils sont de type JWT, donc JSON Web Token. Et une fois qu'on a un jeton d'accès, eh bien, effectivement, on va pouvoir identifier, entre guillemets, authentifier nos requêtes avec justement en l'injectant dans le header. Voilà. Donc ça, c'est le cheminement normal, un petit peu, quand on va se connecter sur Graph. Après, il y a des cas particuliers, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais ça, c'est un peu les 3 points qu'il faut comprendre si vous devez utiliser Graph. Ensuite, on a la partie des autorisations. On a toujours 2 types d'autorisations. La première, c'est en mode délégué, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte utilisateur présent, c'est-à-dire utilisateur connecté. Il est là, il va pouvoir interagir dans son scope. Je dis bien dans son scope, c'est-à-dire qu'il ne va pas accéder à tout, il va accéder aux ressources dont il a accès. Et ensuite, le contexte applicatif, donc application, ça va être vraiment dans un contexte de service, d'application, pour justement aller récupérer certaines données. Et là, effectivement, on peut avoir un scope qui est beaucoup plus large, on peut avoir accès à énormément de choses, voire même la totalité des informations si on veut. Ensuite, le principe du moins de privilèges, ça je pense qu'il est important, mais comme dans tout développement de manière générale de nos jours, on va toujours demander les autorisations les moins privilégiées dans un souci de sécurité, éviter de donner la permission d'aller lire tous les comptes utilisateurs si on doit juste faire certaines opérations, ou même donner un accès à tout l'Azure AD si tout d'un coup on a juste créé des groupes, quoi. Donc on a justement ce qu'on appelle des scopes qu'on peut demander ou qu'on peut autoriser justement à accéder. Et donc, ces scopes, ils vont toujours être du type l'action, la catégorie finalement, l'objet et puis l'action sur laquelle on va faire, c'est-à-dire typiquement team.create pour créer des équipes, group.read-write-all par exemple pour aller sur les groupes en lecture-écriture, etc. Voilà, donc ça, c'est toute cette notion de scope est importante, donc un peu le périmètre dans lequel on accède.
Et ensuite, donc toujours, on aura cette notion d'enregistrer une application dans l'Azure AD. Ça aura pour effet de nous permettre d'obtenir un client ID, donc qui est en fait la source de tout. Ça va permettre d'identifier votre application sur l'Azure AD. Et c'est là-dessus, effectivement, qu'on va jouer avec les permissions graphes, etc. Après, il y a une notion aussi importante, c'est la notion de point de terminaison. En français, en anglais, c'est endpoint. Donc, c'est toujours un point d'entrée pour communiquer avec une API. Donc, c'est-à-dire que c'est un exemple, on voit Graph Microsoft Com, version 1/users. Donc, ça, c'est un endpoint, ce qu'on appelle un endpoint, un point d'accès. C'est-à-dire on va pouvoir communiquer avec l'API via cette URL. Ensuite, on a la notion des méthodes HTTP qui représentent des actions à effectuer sur une ressource. Donc, on aura toujours get, post, put, delete. Donc, ça vraiment représente une action. Plusieurs actions peuvent être effectuées sur un même endpoint, c'est-à-dire que typiquement les utilisateurs, on pourra en créer, on pourra en supprimer, etc. La convention en général, c'est de mettre la méthode HTTP puis l'URL de la ressource, donc du endpoint, pour dire voilà, on fait une requête get sur le endpoint des utilisateurs. Ça permet de préciser quelle action on souhaite faire. Il y a peut-être aussi, pour finir, quelque chose qui est important, c'est cette limite de service, donc on appelle throttling, qui est limité actuellement au global à peu près 2000 requêtes par seconde. Et si on arrive déjà à cette limite, c'est pas évident, on aurait justement une erreur de type 429, too many requests, parce que justement il y a des protections pour éviter qu'on surcharge toute l'API. Et en général, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser dans le header, on va mettre un retry after qui permet de réessayer de réexécuter cette requête peut-être dans quelques secondes afin que l'API soit de nouveau en mesure de répondre. En général, moi, ça m'arrive très peu, sauf dans des cas où effectivement, je vais récupérer, et peut-être j'aurai l'occasion d'en parler, mais énormément de données pour synchroniser avec des outils où là, effectivement, il faut peut-être attendre un petit peu, éviter qu'on commence à trop surcharger. Ça m'est arrivé plusieurs fois, mais je vous expliquerai après quand on vient sur certains endpoints. Voilà, ça, c'était vraiment les rappels basiques de Graph, vraiment quelques bullet points, histoire qu'on se rafraîchisse un peu la mémoire. Et puis là, on va passer directement aux outils. Donc, pour moi, il y en a deux qui sont intéressants à vous mentionner. Après, il y en a peut-être d'autres, j'en connais d'autres du marché. Mais typiquement, on a le premier qui est le Graph Explorer qui permet en ligne justement de se connecter avec un compte et puis d'accéder justement à un graph sans souci. Donc, voilà, typiquement, là, on peut accéder aussi au bêta endpoint, donc tout ce qui est partie bêta dans Microsoft Teams sur la gauche, on voit. Et puis, on a quelques exemples de requêtes. On peut évidemment créer des requêtes pour aller exécuter des choses qu'on souhaite. Mais voilà, on peut utiliser ça de manière vraiment assez simple, assez rapide. C'est intéressant. Moi, personnellement, j'utilise plutôt Postman. Ça, c'est vraiment, peut-être beaucoup d'entre vous vont l'utiliser. C'est un outil qui permet justement de faire tout ce qui est gestion d'API. Mais moi, personnellement, je l'utilisais aussi, pas forcément pour Graph, mais pour justement tester des API que j'aurais développées en .NET Core ou d'autres. On faisait nos tests là-dessus, unitaires, avec mes collègues. Voilà, ça permet vraiment d'aller dans des mocks, gérer des environnements, justement faire du monitoring sur des API. Donc, ça va vraiment, c'est assez complet comme outil, mais il est vraiment très bien. Il permet de faire justement gérer des environnements avec des variables. On peut taper du JavaScript pour éventuellement faire des petites requêtes, des manipulations de données, récupérer des tokens, puis aller les injecter quelque part d'autre. Enfin, c'est un outil qui est très complet et qui est vraiment, moi je trouve vraiment très très bien pour la partie graph, qui permet vraiment de voir toutes les problématiques. On a des onglets pour l'authentification, les headers, le body. Donc vraiment, moi, c'est ce que j'utilise. Mais le Graph Explorer pour les cas, on dira assez simple ou même on dirait intermédiaire, ça suffit. Là, c'est vraiment, si vous voulez vraiment aller dans des choses assez compliquées, puis vous voulez bien vous y retrouver, surtout. Vous avez la notion de dossier, vous pouvez créer vos requêtes. Voilà. Ça, c'est pour les outils. Alors, voilà, ça j'en viens, parce que ça, c'est quand même incontournable quand on parle de graph. C'est vraiment le cycle de vie des équipes, avec Teams, évidemment. Je crois que tout le monde, c'est une problématique qui revient maintenant à peu près partout. Et en fait, le cycle de vie, en quoi ça va consister? Moi, je le définis comme ça. Donc, on va créer une équipe. Ça, c'est vraiment la première étape. Ensuite, on va ajouter des membres et des propriétaires dans cette équipe, évidemment. On va ensuite configurer des paramètres de l'équipe qui vont peut-être changer au fil du temps. Ils vont peut-être pas rester dans le même état que quand on a créé l'équipe. Ça, c'est une évidence. Ensuite, on va pouvoir ajouter des canaux. C'est évident, canaux de discussion pour justement faire des échanges, etc.
Ensuite, on va forcément peut-être installer des applications, c'est-à-dire des applications, parce qu'on a envie peut-être d'utiliser SharePoint, Power BI, Power Platform dans ces équipes, hein, évidemment. On a envie d'enrichir ces équipes avec des outils. Et puis ensuite, bah voilà, une fois que les applications sont installées, on va ajouter des onglets, c'est-à-dire justement peut-être des rapports Power BI, des applications Power Apps, des choses comme ça, des listes SharePoint, des bibliothèques de documents et autres. Et une fois qu'on aura vraiment atteint peut-être la fin du cycle de vie ou pas, hein. Peut-être qu'il y a des équipes qui vont rester ad aeternam, mais on va peut-être archiver ou supprimer l'équipe lorsque le moment est venu. Patrick, là, lundi, c'était mercredi, je crois, parlait des équipes de projet qui ont vraiment un début et une fin. Bah, effectivement, je vais en parler après. Bah, justement, j'ai des cas où, effectivement, une équipe de projet va avoir une date de début et une date de fin. Donc, on va l'archiver ou la supprimer en fonction des critères. Voilà moi un peu comment je décris ce cycle de vie qu'on va voir là maintenant. Je le décris comme ça. Après, voilà, c'est assez simpliste, mais ça résume bien ce qu'on trouve avec Teams à l'heure actuelle, les cas de figure qu'on a dans ce cycle de vie. Voilà. Le premier endpoint, c'est le type de ressource Team. Donc ça, c'est vraiment peut-être le plus connu parce que c'est ce qui permet de faire justement la création d'équipes. Donc ce endpoint, il est constitué évidemment en /team, /l'ID de l'équipe, et ensuite on va pouvoir récupérer les objets, on va pouvoir justement créer des équipes, etc. Il est accessible en mode délégué application, ce endpoint, hein, on peut justement deux types de permissions. Et là, donc les méthodes courantes, hein, ça va être justement ce que j'appelle CRUD. Hein. CRUD, c'est Create, Read, Update, Delete. Donc, c'est vraiment créer des équipes, aller voir les propriétés des équipes, mettre à jour des équipes et puis supprimer, delete, supprimer des équipes. Voilà, ce que j'appelle CRUD, c'est un peu ça. Donc, on va faire le CRUD des équipes. On va pouvoir faire un CRUD sur les membres, les propriétaires, sur les applications. Ça, on le verra après. On va pouvoir désarchiver des équipes, dupliquer, ou cloner les équipes ou créer une équipe à partir d'un groupe Microsoft 365 existant. Et ça, j'en parlerai. C'est ça que j'utilise en général, mais malheureusement, j'utilise un autre endpoint parce que cette fonction est arrivée dans le endpoint Team assez récemment. Ensuite, les propriétés courantes qu'on aura, bah, évidemment, ce sera le display name, l'ID qui correspondra au groupe Office 365 associé. On aura la visibility. Par défaut, quand on va créer une équipe sur ce endpoint, elle sera en public. Si on précise rien, elle sera publique. Sinon, on précise privé. Et on aura toute la partie des settings des members, des guests. Si l'équipe est archivée, ça c'est important. En général, quand je développe des applications, je vérifie toujours si elle est archivée ou pas, parce qu'évidemment, on ne va pas faire d'action si cette équipe est archivée. On va toujours vérifier ça avant. Parce qu'il y a peut-être des erreurs, des fois des gens qui demandent des choses sur des équipes archivées, ça peut arriver des erreurs. Puis on a aussi le web URL qui est un deep link pour avoir un accès direct à l'équipe. Voilà, ça c'est un petit peu ce qu'on y trouve. J'ai peut-être oublié des choses, mais c'est en tout cas ce que j'ai eu à utiliser dans mes développements, dans mes intégrations. C'est un peu ce que j'ai trouvé important à vous expliquer, à le dire. Là, j'ai quelques exemples, donc comme ça, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble, hein, parce que peut-être vous n'avez pas forcément eu l'occasion de voir des requêtes, mais une première requête, un exemple hein, tout basique pour créer une équipe. C'est un exemple qui marche, hein. Donc vous pouvez prendre cet exemple, le lancer. Donc on va juste créer une équipe là. On utilise un template standard, donc on voit Teams template standard. Je mets un nom, ça s'appelle mon équipe test, une petite description, et là effectivement on a une structure qui permet de déclarer les membres, et là typiquement je mets un owner. Une chose qui est importante, c'est qu'on voit que je n'utilise que des ID d'utilisateurs dans ce cas. Moi, c'est une bonne pratique que j'utilise toujours les ID des objets avec lesquels je travaille, et même de manière générale, moi j'utilise que des ID. Comme ça, on est sûr que c'est la bonne ressource qu'on utilise et pas éventuellement d'autres propriétés qui pourraient peut-être être dupliquées ou en doublon dans le tenant. Ça peut arriver. Mais moi, j'utilise l'ID, comme ça, on est sûr qu'on a affaire au bon objet. Là, c'est un exemple voilà, qu'on peut utiliser facilement dans une application, que ce soit dans une intégration type Power Apps ou d'autres dont je vais parler après. Deuxième exemple, pour archiver une équipe. Donc, effectivement, on peut utiliser justement ce endpoint où on doit toujours préciser l'ID de l'équipe sur laquelle on veut agir. Et effectivement, c'est un petit point particulier, c'est qu'on a une option qui permettrait de mettre le site SharePoint en read-only, mais ça, c'est accessible uniquement en mode délégué.
déléguer uniquement. Ça correspond dans le Teams Admin Center à la case à cocher quand vous archivez une team, dire voulez-vous, mais ça c'est accessible uniquement en mode délégué. Vous ne pouvez pas le faire en mode application. Ça permet d'archiver une team archive. Et le unarchive est aussi possible, c'est-à-dire que vous pouvez désarchiver une team. C'est possible aussi. C'est ce qui se fait des fois quand il y a des erreurs, quelqu'un a archivé une team, veut la récupérer, ben, on fera unarchive. Et le dernier endpoint que je voulais parler, c'est la partie clone, qui est vraiment utile. Hein. Ça, je l'ai utilisé beaucoup. Donc, on voit effectivement, là, on peut, de nouveau, en précisant l'équipe source, on va pouvoir cloner une équipe. Et là, on va pouvoir lui dire, bah, voilà, quel est le nouveau nom de mon équipe, la description, le mail nickname qu'on peut définir nous. C'est-à-dire qu'on peut proposer ici, on peut renseigner un mail nickname qui est finalement le mail nickname du groupe Office 365 derrière. Et on peut, ce qui est très, très intéressant, choisir les parties de l'équipe qu'on veut cloner. C'est-à-dire, on pourra cloner les applications, les onglets, les paramètres, les canaux ou les membres, tout ou une partie. Peut-être juste les apps, peut-être juste les settings, etc. Ça, c'est très intéressant. De pouvoir proposer peut-être à l'utilisateur qu'est-ce qu'il veut cloner. C'est toujours utile, c'est toujours très sympa. Et on peut aussi agir sur la visibilité. Est-ce que notre nouvelle équipe veut être publique ou privée? Voilà. Ça, c'est un petit peu les endpoints que j'ai utilisés. Il y en a d'autres, mais voilà, c'est un petit peu ceux que j'ai utilisés. Mais je pense que ce qui est important, c'est les cas d'usage. Parce que là, j'en ai quelques-uns qui sont le premier que je vais prendre, c'est du Dynamics 365, Project Operations. Donc, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est un peu le mix entre finance et opération et Project Service Automation. Donc, vous avez la partie gestion de projet qui est dans la partie CRM et toute la partie financière qui est dans finance et opération. Et là, j'avais un cas concret. On m'a demandé, bah voilà, il faut créer une équipe par projet de manière automatique ou selon des conditions qu'on pourrait définir. Là, typiquement, c'était des critères type on ajoute des champs de cases à cocher. Est-ce qu'on veut créer une équipe Teams pour ce projet? Oui, non, parce qu'il y a des cas où on n'a peut-être pas envie de créer. Donc voilà, donc, on crée une équipe par projet. Et derrière, on proposait également une synchronisation des membres et propriétaires en fonction des ressources du projet. Donc, typiquement, les chefs de projet étaient propriétaires et les autres ressources étaient membres. Et ça, on faisait une synchronisation toutes les nuits pour être sûr qu'on était bien parce que le client souhaitait justement qu'on synchronise ça et qu'on évite que des gens qui ne travaillent plus sur le projet aient encore accès à peut-être des documents sensibles ou des choses qu'ils ne devraient pas accéder. Et après, effectivement, on avait la partie d'archivage où on avait effectivement une date de début du projet. Et on archivait l'équipe à la date de fin du projet et on laissait du style une dizaine de jours ou X jours, je ne sais plus exactement, avec quelques conditions éventuelles, hein, si typiquement le projet était dans un statut particulier, et on archivait l'équipe automatiquement. Comme ça, on avait un cycle de vie en fonction de ces projets-là. On crée un projet, l'équipe se crée, etc. On ajoutait les membres, les gens étaient notifiés, et ça marchait bien. Et ça marchait bien parce que justement, on avait un cycle de vie qui était précis, clair, il n'y avait pas de problème et on avait quand même cette option de ne pas créer les équipes si tout d'un coup on avait des projets particuliers. Donc ça, c'est des cas de figure et ça avait été fait. Alors, il y avait une partie Azure, donc c'était Logic App et Azure Functions hein, pour le back-end, mais parce qu'on avait d'autres intégrations Azure à faire avec ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas seulement la partie Teams, mais il y avait aussi d'autres intégrations plus compliquées avec Azure qui nécessitaient qu'on n'utilise pas type Power Platform ou d'autres outils comme ça pour le faire. On était obligé vraiment d'aller sur Azure pour profiter de fonctions quand même un peu plus évoluées. Même chose pour la partie finance et opération, ça je l'ai fait aussi. C'était justement créer une équipe par projet créé ou selon des conditions qui étaient le type du projet, est-ce que c'était du temps immatériel, enfin des conditions précises. Là, on avait juste une synchronisation du chef de projet et du suppléant comme les propriétaires et après eux, ils étaient en mesure d'inviter ce qu'ils voulaient, etc. Puis là, pareil, on avait proposé l'archivage au bout de X jours après la fin du projet ou sur certaines conditions qui étaient justement liées à l'état du projet, est-ce que peut-être il y avait ce qui permettait typiquement si la date de fin de projet était décalée, la team n'était pas archivée. Voilà. Et après, donc les derniers cas en fait sur lesquels j'ai eu, alors ça c'est vraiment des cas, je pense assez courants, hein, c'est toute la partie ServiceNow, Power Apps, Power Automate et SharePoint Framework. Sachant que quand même la partie SharePoint Framework est quand même assez longue hein, pour ce genre de choses, sauf si vous utilisez typiquement des composants un petit peu PNP qui sont déjà tout prêts pour un peu développer vos applications. Le côté ServiceNow, ça c'est un cas d'usage que je suis en train justement de travailler. C'est quand même assez puissant. Hein. La partie ServiceNow au niveau
d'intégration avec la partie REST Messages, des jobs, des scheduled jobs et puis de tout ce qui est workflow, permet quand même d'arriver très facilement à mettre en place justement avec un portail, avec un catalogue de services où justement la personne vient, fait une demande d'équipe, est notifiée, il y a un workflow d'approbation, etc. Donc ServiceNow propose vraiment beaucoup de choses avec une approche quand même qui facilite les intégrations avec Graph API ou même les API en général, justement cette interface assez user-friendly pour créer des requêtes, etc. Donc ça, c'est vraiment… En tout cas, moi, je trouve que c'est un outil, en tout cas ServiceNow, permet de faire beaucoup de choses. De même que Power Apps pour Automate. Après, de nouveau, c'est en fonction de ce qu'il y a à disposition, si le client va avoir ServiceNow ou pas. Peut-être que Power Apps pour Automate, ça va le suffire, ou pas une partie SharePoint développée, ça suffira amplement. Enfin, voilà, ça, c'est un petit peu les cas d'usage que j'ai eu avec ce endpoint de créer des teams. Il y en a d'autres, mais je crois que c'était ceux qui étaient vraiment intéressants, puis qui marchent, qui ont vraiment eu derrière un historique où il n'y a pas eu de souci, tout était bien géré. Il y a peut-être des adaptations à faire, mais ça marchait. C'était très, très efficace. Voilà des exemples qui sont intéressants. Ensuite, voilà, je pourrais pas aborder les équipes team sans le endpoint group, parce que celui-là, il est quand même étroitement lié, ça c'est une évidence. Donc ce endpoint, évidemment, il permet de créer des groupes, gérer toute la gestion des groupes Microsoft 365, si je résume, toujours en délégué application accessible. Les méthodes courantes là-dessus, ça va être de nouveau le CRUD sur les groupes, les membres, les propriétaires. On peut aussi gérer la partie des licences qui sont assignées à ce groupe. C'est intéressant, si vous voulez faire des changements de licences, créer des groupes dynamiques avec des licences spécifiques. Vous avez les rôles d'application également, la partie calendrier, conversation. Un élément intéressant que peut-être pas beaucoup de monde d'entre vous connaissent, mais on peut, sur les groupes et d'autres objets, d'autres types de ressources Graph, utiliser des open extensions. Ça, c'est intéressant parce que ça vous permet justement de stocker des données personnalisées sous un format JSON sur un objet particulier. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, vous avez un groupe, vous avez certaines propriétés, mais vous voulez en ajouter d'autres. Et bien, avec les open extensions, vous pouvez justement étendre ces propriétés pour en ajouter d'autres. Moi, personnellement, je l'ai utilisé pour la partie groupe pour juste ajouter une explication métier sur le groupe. Je l'ai beaucoup utilisé pour les utilisateurs. Ça me permettait en fait de gérer tout ce qui était propriété utilisateur dans mes applications, que ce soit en SharePoint Framework ou d'autres développements .NET. J'utilisais ces open extensions pour stocker typiquement certains paramètres utilisateurs qui étaient vraiment liés à l'utilisateur courant. Et ça, c'est très puissant. Je trouve que ça permet de répondre à beaucoup de problématiques. Dans certains cas où on a besoin de stocker, on peut le stocker avec des open extensions. Et moi, ce que j'utilise également là-dessus, par définition, j'ai toujours utilisé la fonction pour créer des groupes, des équipes à partir d'un groupe. Donc, moi, je crée toujours un groupe Office 365 parce que justement, moi, j'aime bien contrôler le mail nickname, j'aime contrôler certaines choses avant de créer l'équipe et ensuite, je crée l'équipe Teams. Voilà. Donc, au niveau des propriétés courantes, toujours le display name, la visibility. On a les labels AIP, donc Azure Information Protection en lecture seule, si on veut tout d'un coup voir ce qu'il y a comme label attribué. Les group types, alors ça, vous avez toujours dans les groupes 365, vous allez retrouver l'unified. Et vous avez aussi la possibilité de mettre le dynamic membership pour justement utiliser cette fonction de dynamique pour assigner dynamiquement des utilisateurs au groupe en fonction de critères. Si la fonction de mail est activée, la sécurité aussi. Le mail nickname, moi justement, je crée un groupe avant de créer une équipe Teams pour justement contrôler ce mail nickname, ce qui n'est pas possible avec le endpoint team à l'heure actuelle. Et les extensions, ça je les utilise vraiment à bon escient quand j'en ai besoin parce que ça peut être vraiment utile pour justement étendre peut-être certaines informations qu'il n'y aurait peut-être pas dans les propriétés ou pour mettre des notions assez business là-dedans pour étendre justement ces choses. Ça, je trouve intéressant, ces open extensions. Je les ai découvertes il n'y a pas si longtemps, mais ça peut vraiment être utile. Exemple, voilà, de nouveau, un exemple, création d'un groupe. Là, on va faire une petite requête pour créer un groupe. On met une description, on a un display name. On a le fameux Unified qui représente justement les groupes Office 365. Là, on a partie mail qui est activée. Le mail nickname que j'aime bien toujours contrôler. Moi, j'aime bien contrôler ce mail nickname parce que peut-être qu'on aura besoin d'avoir une certaine convention, etc. et pas utiliser ce qui est généré par défaut. La sécurité n'est pas activée et ça, si on lance, ça crée un groupe Office 365 tout prêt. Voilà.
Et ça, voilà. Donc ça, c'est l'arcade que j'utilise effectivement pour créer une équipe à partir d'un groupe Office 365. Donc, on peut ou pas préciser des paramètres pour l'équipe Teams, donc c'est-à-dire la partie des paramètres des membres, tout ce qui est messaging, tout ce qui est fun settings, Diffie, le rating, etc. Pour ceux qui passent la certification MS600, retenez bien que c'est put et pas autre chose. La méthode HTTP, c'est put devant. Retenez bien, ça vous fera quelques points si vous passez la certification prochainement. Voilà, et ensuite, moi, j'ai pour habitude d'utiliser cette fonction pour justement ajouter des membres en masse. Justement, on va pouvoir ajouter en masse des membres, voilà, tout simplement en utilisant les ID Azure AD. Voilà, ça en général, je l'utilise assez facilement. Après, on ne peut pas le faire sur les propriétaires, malheureusement. Moi, je le fais pour les membres, ça marche assez bien, et ça, c'est plutôt puissant. Alors moi, jusqu'à là, j'utilisais ça pour justement créer des équipes à partir de groupes Office 365 quand justement j'avais besoin de peut-être contrôler le mail nickname ou d'autres propriétés que forcément on n'a peut-être pas accès quand on utilise l'endpoint Teams. Typiquement les open extensions, pour ceux qui ont du multi-géo, la préférée data location. Pour ceux qui ont un tenant multi-géo, donc dans plusieurs pays, etc., le mail nickname, les labels à IP, typiquement, quand on a peut-être envie d'aller lire un ou deux labels pour voir ce qui est assigné, conversation, etc. Voilà, moi, je l'utilise vraiment comme un petit peu comme endpoint pour aller voir les propriétés un petit peu avancées, en fait, qu'on ne pourrait pas avoir avec le endpoint team. Et ça, c'est toujours intéressant de pouvoir accéder à ça, pouvoir le modifier en fonction. Ensuite, channel pour les canaux. Donc, pareil, hein, le endpoint, il est assez clair. Il y a toujours la team, l'ID et ensuite l'objet sur lequel on va agir, toujours en mode délégué application. Là, c'est pareil. Ça sera sur les canaux, les membres des canaux quand ils sont privés, les onglets, évidemment. Et là, les propriétés, pareil, ce sera le display name, l'ID. L'email, hein, pour ceux qui ont configuré des emails pour les canaux, hein, pour envoyer des messages dans les canaux, on peut accéder à cette propriété. Elle sera vide si bien sûr vous n'avez pas généré d'email, mais par exemple, un exemple pour un canal. Le membership type qui correspond à un canal standard ou privé et toujours le deep link pour y accéder, etc. Là, voilà, de nouveau un petit exemple assez rapide, c'est comment créer un canal. Mon canal, on met un nom, mon canal test, description et le type. Là, j'ai créé un canal standard et ça crée un canal. De nouveau, cas d'usage. Alors là, pareil, j'avais besoin, alors j'aurais pu préciser aussi Project Opération, pas je l'avais fait, mais typiquement, certaines personnes ou certaines entreprises ne veulent pas qu'on puisse créer des canaux privés de manière que les utilisateurs puissent le faire. Alors, on va soumettre ça à un processus d'approbation, par exemple. Typiquement, il y a des clients qui demandent, ouais, moi, je veux juste qu'on puisse créer des canaux privés pour un besoin spécifique. Là, typiquement, on crée des canaux typiquement publics par sous-projet ou selon des conditions. Et ça, on le crée automatiquement. Et on supprimait le canal ou pas, de nouveau, à la date de fin du sous-projet. On parle des sous-projets, là. On parle vraiment des sous-projets finance et opération, avec de nouveau une règle, plus X jours, etc. Donc ça marche bien. C'est qu'on crée ces canaux publics, etc. Mais après, voilà, tout ce qui est ServiceNow, Power Apps et SharePoint Framework, là, de nouveau, c'était dans des cas où on avait besoin justement de pouvoir demander des canaux privés avec approbation. Sans que alors, parce qu'on a bloqué ça évidemment dans la partie Admin Center, et puis on avait possibilité de demander un canal privé, par exemple, avec certains membres. Ça m'est arrivé de devoir répondre à un genre de besoin, quoi. Ça, c'est des choses qui arrivent. Après, le cycle de vie des canaux aussi, voilà, hein, on peut le gérer aussi, tout comme les équipes. Hein. Ça, c'est vraiment des cas qui arrivent très souvent. Les entreprises, de manière générale, ont toujours besoin d'avoir justement des fois des cycles de vie très précis avec justement des règles, etc. pour des entreprises où vraiment c'est dans leur corps de métier d'être précis avec des règles. Et ça, ils aiment bien être assurés avec ce genre de pratique. Ensuite, TeamsTab. Alors, TeamsTab, ça, c'est intéressant. Ça vous permet de créer des onglets en fait directement dans une équipe, toujours en mode délégué application, pas de souci. On va pouvoir de nouveau, hein, ça c'est du cru sur les onglets. Vous avez toujours les onglets Web, Word, Excel, PowerPoint. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a certains onglets qui ne supportent pas la configuration directement dans Graph, c'est-à-dire que vous allez pouvoir ajouter un tab, mais pas le configurer.
Donc, ce qui a pour incidence que vous allez créer un tab et puis l'utilisateur va se retrouver devant un tab où il dit voilà, il faut le configurer, setup, clique sur le bouton configurer. Et c'est valable ça pour tout ce qui est wiki, planner, stream, form, OneNote, Power BI et SharePoint, Pargelist. Et en fait, pour contourner un petit peu ce problème, il suffit juste d'utiliser un onglet web et ça marche très bien. Onglet web pour des bibliothèques de documents, des choses comme ça, quand on veut provisionner automatiquement des onglets, ça marche très bien. Même sur des bibliothèques de documents, des pages SharePoint, des rapports Power BI, ça marche impeccable. Là, à nouveau, on a toujours un peu les mêmes propriétés, le display name, l'ID, le web URL, la configuration. Alors là, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc là, typiquement, ce tab-là, Power BI ne donne pas la possibilité d'être configuré directement dans Graph. Donc, on va juste créer un onglet. C'est de type Power BI et ça va juste provisionner un onglet où la personne va avoir un bouton, dire voilà, il faut setuper ton rapport, tu vas le choisir, etc. Et en fait, dans le cas où la configuration est possible, là, très simplement, je crée un onglet type web avec mon site. On a cette structure configuration qui permet justement de préciser un URL de contenu, etc. Voilà, ça c'est la différence que vous aurez. Donc en général, moi, je vais utiliser des tabs web, ça va m'arranger les choses quand on veut provisionner des choses dans une équipe selon des critères, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, les cas d'usage. Alors bon, là, c'était essentiellement pour avoir, moi j'ai eu affaire essentiellement à des cas d'inventaire. On doit inventorier quand il n'y a pas eu de gouvernance, par exemple, que les gens veulent absolument savoir ce qui se passe dans les équipes, ça arrive. Hein. Les mecs sont très, très, très intéressés d'avoir cet inventaire des onglets actifs dans les équipes ou qui veulent mettre en place justement pour les gens qui n'ont peut-être pas l'habitude d'utiliser Teams ou un peu les new corners comme ça, voire direct dans ServiceNow ou même justement en Power Apps, Power Automate ou même des petites web parts SharePoint Framework, de demander des nouveaux onglets, que ça se configure automatiquement avec ou sans approbation, ça peut arriver. Ou carrément d'ajouter en masse des onglets dans les équipes, quoi. Typiquement, ajouter en masse partout le même tab d'une bibliothèque, de documents, ça peut arriver. Ou même de supprimer. Ça m'est arrivé d'avoir des demandes aussi vraiment de supprimer en masse quelque chose qui avait été installé parce que, je sais pas, ils voulaient plus que ça soit installé, ils voulaient être sûrs qu'il n'y ait plus rien dans les équipes, etc. Voilà. Alors ça, c'est peut-être un de mes préférés, mais vous allez savoir pourquoi. Ça permet justement de gérer tout ce qui est l'app catalogue de Teams. Alors là, il est accessible en mode délégué uniquement, pas d'application. Ça m'a un peu déçu. Mais bon, j'ai pu trouver une autre solution. Donc, c'est vraiment toutes les applications du catalogue. On va pouvoir en publier, en dépublier, etc., mettre à jour, approuver une application qui serait en mode attente d'approbation. Là, on a de nouveau les propriétés pareilles, display name, ID, la version et la méthode de distribution. Donc, le 1, c'est pour tous les tenants. Ça sous-entend que ça a été installé depuis Store. 2, c'est au niveau organisation. Et 3, c'est si c'est dans le contexte utilisateur ou équipe, ça a été justement side-loadé, c'est-à-dire chargé depuis le client Teams directement. Ça, c'est les 3 options qu'il y a dans la méthode distribution. Par exemple, voilà, ça permet de récupérer les propriétés d'une application. Mais par contre, ça sera en mode délégué. Vous n'avez pas de possibilité de le faire en mode application. Donc, typiquement, on récupère les propriétés. Là, c'est un extrait parce qu'on aurait plusieurs applications. Là, on a toujours l'ID, l'application. L'external ID correspond évidemment à l'ID du store, si cette application est sur le store. Et on a le nom, la version et puis la méthode d'organisation. Voilà. Méthode de distribution. Et ensuite, on peut aussi publier une application. Ça, c'est possible. Malheureusement, ça nécessite que vous ayez un peu de compétences comme uploader un zip avec ce endpoint. Donc ça nécessite des compétences un peu plus sur la gestion des fichiers, etc. C'est un peu plus tricky, entre guillemets. Et là, voilà, ça, c'est un de mes cas préférés. J'ai automatisé la totalité du cycle de vie d'une application Teams qu'on avait développé. Donc, c'était du TypeScript, Teams SDK sur un Node.js. On avait justement Azure DevOps, tout simplement. On développait une application, puis on la compilait. Donc, tout ce qui était build, on le faisait chez Microsoft. Et après, donc on avait un release pipeline sur un app service. Et en fait, après, on utilisait une action PowerShell pour générer en fonction de critères. On avait certains critères qui disaient, effectivement, dans ce cas-là, on va régénérer le package, c'est-à-dire avec le manifeste ou pas. Et ou pas, ça veut dire qu'on ne déployait pas
On déployait pas une mise à jour du package, hein, tout simplement. Ou alors, si on le faisait, effectivement, on générait, on déployait l'app, vraiment tout le cycle de vie, on notifiait les utilisateurs automatiquement qu'on a déployé une nouvelle application à tester dans l'équipe X, et puis voilà. Donc, on avait vraiment tout le cycle de vie. De nouveau, en mode délégué, dommage qu'on n'ait pas en mode application, ça aurait été intéressant. Mais là, j'ai dû trouver la parade, c'est de se connecter évidemment avec un user et un mot de passe, quoi. Tout simplement dans cette action PowerShell. Mais c'est intéressant, ça permet vraiment d'aller jusqu'au bout, quoi. Là, on développe depuis la machine et puis on arrive à automatiser jusqu'à la notification par mail où les gens ils voient, c'est bien, c'est prêt pour être testé, nickel, vous pouvez tester. Voilà. Ça, c'est un cas intéressant, hein, parce que il y a certaines personnes qui me disent, ouais, mais on pouvait pas, ils n'étaient pas sûrs qu'on pouvait le faire. J'ai dit, non, c'est possible. Mais effectivement, en mode délégué qui nécessite de comprendre un petit peu le process, quoi. Mais très intéressant. Ensuite, alors ça, c'est donc le endpoint TeamSAP installation. Donc, c'est vraiment pour voir ce qui est installé dans le scope d'une équipe ou en personnel. Là, on a deux endpoints. Hein. Un endpoint correspond aux équipes et un endpoint correspond aux utilisateurs. Là, c'est délégué application. Et là, ça va être toute la gestion des installations d'applications de nouveau dans le périmètre, dans le scope d'une équipe ou personnel. C'est-à-dire moi, les équipes, les applications que j'ai sur le menu de gauche dans Teams. Par exemple, on peut installer une application dans une équipe très simplement en faisant cette commande. Moi, je n'ai pas trop utilisé ça pour installer, mais plutôt pour faire des inventaires. Voilà. Ça, c'est un exemple très concret pour faire un inventaire. Alors là, il y a une petite subtilité, c'est que je dois utiliser expand. Justement parce que le endpoint va nous retourner juste des ID à la base. Et en fait, l'expand sur ce champ-là me permet de faire la jointure avec éventuellement les autres ressources. Donc là, typiquement, on fait la jointure sur le catalogue et ça me permet d'avoir directement en fait les informations, et après je faisais une petite réduction de la requête pour avoir juste ce qu'il me fallait, et après je faisais un petit export, une petite manipulation pour avoir un rapport HTML un peu intéressant. Voilà, ça pour inventorier un peu ce qu'il y a dans toutes vos équipes, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est vraiment, c'est un cas qu'on m'avait très clairement demandé. Voilà, est-ce qu'on peut récupérer tout ce qui est installé dans toutes les équipes du tenant? Oui, effectivement, on peut le faire. Et ça nécessite justement d'utiliser cet expand pour avoir toutes les infos, de les réduire. Et après, pour les exporter, que ce soit HTML ou même Excel, c'est facile. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, effectivement, ça c'est plus pour l'inventaire des applications installées, ou carrément installer ou désinstaller en masse des applications. Ça se fait beaucoup. Hein. Beaucoup de demandes du style, voilà, moi, je veux désinstaller tout ça automatiquement, proposez-nous une solution. Voilà, il y a des solutions à ce niveau-là. Et des solutions vraiment à chaque fois. Hein. C'est un peu les mêmes outils, mais c'est à chaque fois des outils type nouveau ServiceNow, PowerShell, Power Apps, Power Automate qu'on peut faire ce genre de choses, quoi. Donc, on voit le scope, il est très large. Hein, et je suis sûr qu'il y a d'autres outils qui permettent de le faire. Mais ça, c'est vraiment des outils que je connais, que je vous propose, qui sont assez utiles à manipuler pour faire ce genre de choses. Et ensuite, chat message. Donc, ça, chat message, de nouveau, ça, c'est pour gérer tout ce qui est chat. De nouveau accessible en mode délégué application. On va pouvoir gérer les messages des canaux, les réponses, les messages individuels. On peut aussi avoir le delta des messages d'un canal spécifique, c'est-à-dire avoir juste ce qui a changé dans un canal. Ça, c'est intéressant. Propriétés, pareil. Donc, on a vraiment toutes les propriétés habituelles, l'importance, de qui c'est, les réactions, le tag, chat ID, etc. Par exemple, voilà, là, on peut récupérer les chats. Donc, c'est à nouveau un extrait. Mais on voit qu'on récupère une structure avec l'auteur, l'identité de la team et du channel, etc. Donc, c'est toujours du contenu HTML, on voit dans le body. Voilà, ça permet de récupérer ce genre d'informations. Moi, personnellement, je l'avais utilisé pour un cas. Alors, je vous parlerai des abonnements après, parce qu'il est un peu, il n'est pas lié, mais c'est un peu du même style. Mais moi, j'avais eu des demandes où on devait surveiller typiquement du harcèlement, des choses comme ça, de la sécurité, de la journalisation, mais plutôt du harcèlement. On devait un petit peu utiliser des outils de sécurité tiers pour un petit peu analyser ce qui se passait. J'ai utilisé ces choses, faire des intégrations comme ça. Voilà, ça permet justement de répondre à ce genre de besoin. On a besoin d'analyser un petit peu ce qui a changé, est-ce qu'il y a des problèmes dans l'entreprise. Ça m'avait été demandé. Cool. Alors, ça, peut-être qu'il y aura l'occasion d'en parler dans la deuxième session. Mais de nouveau, alors ça, c'est un endpoint qui permet de gérer toute la partie des appels, des calls, donc uniquement accessible dans mon application.
Ça va être essentiellement des opérations sur les appels. Alors là, on est très clairement dans des cas d'usage où c'est vraiment pour les bots, type Azure Bot Framework ou d'autres systèmes permettant de faire ce genre de choses, avec du call handling, gérer les appels de groupe, les enregistrements, la journalisation. Et puis là, effectivement, on a un certain nombre de propriétés, les sources, les routes, le callback, l'URI de callback pour les bots, etc. Ça, c'est un endpoint. Vraiment, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment pour du bot framework ou des frameworks pour justement faire du chatbot. Moi, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Je l'ai juste testé, juste pour voir un petit peu ce que ça retournait. Voilà, c'était vraiment… Alors, je vais en parler des calls parce que justement, j'ai eu un petit cas récemment, justement pour du harcèlement. On voulait avoir… Mais j'en parlerai dans les abonnements. C'était un cas d'usage vraiment très concret. Et puis là, de nouveau, pour les calls, c'est toujours au niveau sécurité, qualité, parce qu'effectivement, on peut récupérer certaines informations sur la qualité des appels qui ont été effectués, etc. Mais moi, je qualifie ce endpoint quand même de vraiment lié à l'intelligence artificielle, avec du bot framework ou des choses comme ça. Car justement, dans les méthodes proposées, on peut justement transférer un appel ou répondre à un appel avec un bot, etc. Ça, c'est des choses qui sont possibles avec ce endpoint. Vous avez des bots custom type sur Azure avec des langages de programmation type .NET, Python ou autre chose. Le dernier que je vais traiter un petit peu, c'est toute la partie, il est assez récent, c'est toute la partie des notifications d'activité dans le flux. Alors là, c'est très clairement pour les applications. Ça va être accessible en délégué application. Ça va être vraiment envoyer des notifications dans un scope utilisateur d'équipe ou de conversation. Et en fait, ça va s'afficher en fait dans l'activity feed de Teams sur la gauche, et puis vous aurez directement, si vous cliquez, un lien sur l'objet en question, c'est-à-dire un chat, une application ou une équipe. Et là, effectivement, on a toujours quelqu'un qui va le recevoir, donc un utilisateur Azure AD, un ID. Et puis ça, en fait, on va déclarer ça. En général, ces templates d'activité, des notifications d'activité, on va devoir les déclarer dans le manifeste de l'application Teams. Donc, c'est vraiment lié à des aspects de développement. Donc, on va faire justement sur ce endpoint, là, typiquement dans le cadre d'une équipe, on va dire, voilà, cette activité-là, c'est quel type. Donc, on précise le type et on a des paramètres. Et ça, en fait, ça va reprendre ce qu'on a déclaré dans le manifeste comme template de notification d'activité et ensuite remplacer certaines valeurs, etc. Comme ça, on a des templates et puis on peut les utiliser pour justement envoyer une notification dans le cadre du flux d'activité de l'utilisateur, dans le cadre d'une team, d'une conversation ou autre. Voilà, donc ça typiquement c'est pour envoyer des notifications d'applications ou services dans un scope spécifique. Il faut vraiment avoir une app existante et puis c'est vraiment dans le manifeste qu'on déclare ce genre de choses. Voilà, les abonnements. Alors ça c'est assez nouveau, c'est assez intéressant. Les ressources qui sont prises en charge, c'est call record et chat message. C'est dans le scope individuel, canal ou organisation, un chat message. Et on peut maintenant inclure des données. Ça nécessitera de valider le token qui est renvoyé parce que pour des raisons de sécurité, on va envoyer un token qu'on va devoir vérifier. Il y aura un peu de déchiffrement des données avec une clé dans certains cas. C'est assez complexe. Il faut quand même avoir… on se reprend à quelques fois jusqu'à ce qu'on puisse arriver à quelque chose. Alors voilà, donc pour créer un abonnement, typiquement là, exemple, je crée un abonnement pour récupérer tous les messages dans des équipes Teams, par exemple. Voilà. Donc on voit qu'on a une date d'expiration. J'y reviens après. J'ai placé, là, on peut rediriger cette notification sur une Azure Function, sur une Logic App, enfin peu importe, ça peut être un endpoint HTTP, HTTPS, pas de souci. Là, typiquement, je regarde dès qu'il y a des messages créés, j'envoie ça sur mon URL et puis après, je le traite. Voilà, donc ça, c'est possible. Et là, ça c'est un exemple. Désolé, c'est pas le bon exemple. Je me suis trompé. Ça c'est dans le cadre de messages, mais en fait c'est une structure comme ça qu'on va recevoir en fait dans le callback, la notification. On va recevoir l'ID de la subscription, la date d'expiration de cet abonnement, la ressource et éventuellement les données. Ça permet vraiment de récupérer ce qui change. Et ça c'est intéressant. La durée de vie, ça c'est important. Et intéressant aussi, il y a une propriété justement qui s'appelle l'expiration date time. C'est 4230 minutes pour toutes les ressources, sauf les alertes de sécurité qui sont à 43 200 minutes et les chat messages qui sont à 60 minutes. Donc 4230 minutes, c'est un peu moins de 3 jours. Donc pour ceux qui justement veulent utiliser des abonnements de manière un petit peu plus intensive sur plusieurs jours, au-delà des 3 jours, il faut renouveler effectivement l'abonnement. Ça vient, pardon, je
je vais parler j'ai oublié de parler du cas en fait où j'ai eu on m'a demandé une fois si c'était possible de récupérer justement pour du harcèlement, etc. tous les appels. Tous les appels. Le endpoint qu'on voit, attendez, je vais revenir sur mes slides, comme ça on voit de quoi je parle. Voilà. Là, on est toujours dans un endpoint où on doit préciser l'ID en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on utilise juste le endpoint call sans l'ID, ça ne marche pas. Il n'est pas disponible. Donc, comment récupérer en fait tous ces calls? Alors oui, Microsoft nous dit oui, mais il faut utiliser le e-discovery, etc. Mais moi, j'aimerais quand même récupérer ça pour un peu les mettre dans une source de données externe ou ailleurs, quoi. Donc, il y a une technique, un petit peu une parade, entre guillemets, qui est assez connue, c'est justement de utiliser les abonnements pour s'abonner justement au changement des call records là, donc que je dis qui sont pris en charge dans le cadre des abonnements, et ensuite de renouveler déjà l'abonnement tout le temps, et puis ensuite de rediriger ça vers une source de données sur laquelle on pourra faire des analyses typiquement pour dire voilà, je sais pas si une personne a appelé 10 fois la même personne, est-ce que peut-être c'est du harcèlement, on va peut-être enquêter. Il y a des entreprises qui sont assez à cheval là-dessus apparemment, donc qui aimeraient avoir ce genre de choses. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Des fois, on a des demandes un peu qui sont des fois, ça paraît irréalisable, mais peut-être qu'on trouve des fois des parades, un petit peu, des choses. En tout cas, c'est des cas qui arrivent fréquemment. Voilà, donc au niveau des ressources, alors je vous en ai mis quelques-unes là qui sont vraiment intéressantes. L'overview graph, les concepts d'authentification, vraiment l'overview de toute la partie Teams. MS Graph fondamental, ça c'est vraiment un learning pass qui est vraiment basique. Et puis si vous voulez justement passer la certification MS 600, dont un tiers est consacré à Graph, là je vous ai donné le learning pass qui vous permet d'avoir des concepts beaucoup plus avancés. Typiquement, vous allez devoir comprendre l'expand, les filtres, etc. Donc des notions beaucoup plus avancées. Et ça, c'est un learning pass moi, je l'avais fait quand j'apprenais, je trouvais que c'était vraiment pas mal, hein. C'était très bien fait. On apprend beaucoup de choses, tout sur des fonctions un peu avancées. Et moi, je trouve que ça vaut la peine de le faire si on ne connaît pas bien les bases. Voilà. Si je dois faire une conclusion, moi, à titre personnel, je trouve que c'est quand même un API où il y a beaucoup de choses, qui est complète, qui, à mon avis, va évoluer. En tout cas, moi, je regarde un peu ce qui va arriver sur le bêta, de quoi on traite. Moi, je trouve que c'est quand même quelque chose qui va bien évoluer et qui évolue évidemment avec les mises en prod constantes sur la partie Teams. Je trouve que l'intégration, elle est quand même vachement aisée avec tous les services cloud et du marché. Quand je vois ServiceNow ou d'autres outils tiers, je trouve que c'est quand même très, très puissant. On peut vraiment faire des choses assez rapidement. Ça fonctionne. La documentation est riche. Ça, c'est, moi, je trouve un atout. C'est que c'est mis à jour régulièrement. Beaucoup de gens traitent ces sujets dans les sessions. Donc, on n'est jamais si on est en quête d'information, on va toujours trouver quelqu'un pour, en tout cas, nous aider, que ce soit sur la communauté, sur les forums ou autre. C'est un sujet quand même traité. Les abonnements, voilà, je trouve que c'est intéressant. Malheureusement, je trouve quand même ça paraît un peu lourd à traiter. Il y a quand même beaucoup de choses, mais ça peut résoudre des problèmes, comme on l'a vu pour récupérer tous les calls puis les exporter ailleurs. Ça peut être intéressant d'exploiter, mais ça reste, moi, je trouve, assez lourd à l'heure actuelle, avec toutes les notions de sécurité qu'il y a autour. Voilà. Moi, j'en ai fini avec ma session. J'espère que je ne vous ai pas perdu sur les choses un peu techniques, parce que c'est vrai que des fois, les gens ont un peu de peine à se projeter dans le concret, mais j'essaye de vraiment d'illustrer ça avec des cas concrets. Voilà. Merci beaucoup, Yves. C'était super intéressant. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à ouvrir votre micro ou à poser une question dans le chat. Je suis sûr qu'il y a des questions. Merci pour l'attention. J'espère que vous avez pu apprendre des choses. C'est l'objectif. Est-ce que quelqu'un... J'ai une petite question. Si mon casque qui marche bien, que je suis pas trop en robot, alors elle est un poil hors sujet, mais j'attendais de voir si quelqu'un avait un truc très très lié à ta session. Moi, c'est quelque chose de très spécifique, c'est lié, mais j'ai vu que par rapport au graphe, j'avais un endpoint, comme tu l'as expliqué, qui correspondait à des rapports d'utilisation par rapport à des stats qui utilisent quel service dans l'environnement, etc. Et j'ai cru comprendre qu'il y en avait 3, 2, 3, et voilà, tu appelles ça te donne ça te permet d'accéder à de la donnée. Est-ce que, ça m'avait paru assez sommaire en fait. Est-ce que c'est des choses que tu as déjà manipulées?
Alors, tu parles des rapports d'activité, par exemple, sur certains Ouais. services. Alors moi, personnellement, pour être très honnête, j'ai remonté. Alors, c'était le cas où j'ai eu du throttling, c'est que j'ai remonté ça pour un client dans ServiceNow. C'est-à-dire, typiquement, les agents du service desk, ils ouvraient un ticket d'un utilisateur et ils avaient en fait les dates de dernières activités sur les différents services, type SharePoint, Teams, en un coup d'œil. Et ça, j'avais utilisé donc ce qui est Activity Report. Je sais pas si c'est ça. D'accord, mais c'est ça, c'est exactement ça, hein, de D'accord. Alors, mémoire, parce parce que que, je l'ai voilà. pas trop Alors, parce manipulé. qu'effectivement, ça, je les ai utilisés en mode, de nouveau, à partir de ServiceNow, c'était un job qui tournait et qui récupérait ces informations toutes les nuits. Et ça, je l'utilisais en mode application. Voilà. Le contexte était application et ça récupérait ces infos. Ça allait populer dans la base ServiceNow. D'accord, tu faisais Voilà. comme des extracts ou enfin ouais, Ouais, tu c'est viens. ça, D'accord, je vois. exactement. J'ai pas Ok. trouvé de meilleure solution pour Ok. pour adresser cette demande, mais en gros, ouais, j'ai fait un job ServiceNow qui récupère toutes ces informations dans le graphe et qui va populer ça dans le profil utilisateur. Et comme ça, les agents du service desk qui arrivaient sur une personne, ils voyaient, ah, il s'est connecté dans Teams récemment, il s'est D'accord. connecté dans Très, très SharePoint, bien. etc. Ça, c'est voilà Ok. quelque chose que j'ai fait assez récemment, il y a 2-3 mois en arrière, quoi. Ok. Bah merci, super en tout cas la piste de faire comme des Ouais, alors extracts. après, ouais, effectivement, mais ça se fait pas seulement dans ServiceNow, hein, dans d'autres applications, j'ai fait un peu des jobs comme ça. C'est les seules solutions que j'ai trouvées pour vraiment récupérer un peu en masse ces données. Attention, faut pas être trottelé, parce que moi j'avais été plusieurs fois, j'avais été limité, donc je fais bien attention à bien laisser un petit peu de temps entre les requêtes, parce que je faisais beaucoup de requêtes évidemment. Donc je fais gaffe à ce que le job il tourne sans encontre, quoi. Mais ça tournait pendant 5 minutes à peu près. Et typiquement, enfin, moi, l'objectif serait d'anonymiser un peu ces données-là, hein. Le but, c'est pas de traquer les gens de manière, tu vois, avec leur nom, hein. C'est plutôt d'avoir les stats de masse un petit peu. Bien sûr. Je pense, ouais, après, enfin, c'est faisable, hein, en tout cas, de ce que je comprends. Ouais. Ok, Oui, top. oui, pas de souci. Non, non, après, tout est possible. Tout est possible, hein. C'est comme je dis à tous mes clients, il y a tout en matière d'implémentation, de développement, justement, avec l'écosystème Microsoft, tout est possible. Après, il faut trouver la bonne voie, la bonne solution, les bons outils, par quoi on va le faire, etc. Il y a toujours une réflexion sur un peu l'architecture, quoi. Mais tout est possible en général, sauf si on est limité techniquement, effectivement, par les API ou autre chose, quoi. Super, merci en tout cas pour la session, c'était très enrichissant. Pas de souci. J'espère que c'était intéressant techniquement pour vous, pour vraiment avoir un peu une overview de ça pour vos prochains projets. Il y a une question dans le chat. Alors, je ne sais pas ce que c'est le mode délégué application. Ah, délégué. Alors voilà, je reviens à un de mes premiers slides. Donc le mode délégué, c'est vraiment dans un contexte utilisateur. C'est-à-dire qu'on va se connecter sur l'application dans un contexte utilisateur. C'est-à-dire on sera dans le scope de l'utilisateur. On va pas pouvoir. Imaginons, on se connecte en mode délégué pour récupérer des équipes. On ne pourra récupérer que les équipes dans lesquelles la personne est membre ou honneur. Par exemple, c'est ça le contexte utilisateur. Le contexte application, il va vous permettre d'accéder, par exemple, à toutes les équipes d'un tenant. Ça, c'est possible. Et le contexte vraiment délégué, c'est vraiment le contexte utilisateur présent derrière l'application qui se connecte et qui dit, bah voilà, je vais me connecter sur l'application, je veux voir mes équipes, etc. J'espère que j'ai été assez clair. C'est vraiment le résumé rapide Ouais, du délégué et puis de l'application. super. Merci Yves. De rien. Très bien, bah, merci encore. Merci pour l'accueil. Avec plaisir.